Bonsoir à tous. Juste 30 secondes pour vous dire que au nom de l'école de Paris-Malaquais, je suis très heureux de vous accueillir pour cet événement qui est un événement en commun avec les Beaux-Arts de Paris. Et Alexia Fabre s'excuse de ne pas être présente ce soir. Elle est en déplacement. Voilà, donc c'est la première fois qu'on s'invite au cycle de conférences Penser le présent. Donc merci Alain de ton accueil. Et évidemment, on est particulièrement heureux d'accueillir Françoise Vergès pour cette conversation avec Brent Patterson qui enseigne à l'école de Malaquais. Et voilà, donc l'idée c'est de faire 2 fois par an quelque chose de commun, Beaux-Arts Malaquais, qui croise un peu nos centres d'intérêt communs sur ce même site qu'on partage. Voilà, bonne conférence à tous. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à Penser le présent qui, exceptionnellement ce soir, comme nous l'a dit Jean-Baptiste de Froment, n'est pas une rencontre organisée par la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris, mais le fruit d'une collaboration, la première collaboration entre l'école d'architecture Paris-Malaquais et l'école des Beaux-Arts de Paris. Ce soir, sur une idée et avec Brent Patterson, qui est professeur en histoire et théorie de l'architecture à l'école Paris-Malaquais, nous avons le grand honneur de recevoir Françoise Vergès pour son essai intitulé « Programme de désordre absolu, décoloniser le musée », paru aux éditions de la Fabrique en février 2023. Et la semaine prochaine, lundi 15 mai, ce sera le tour de Marion Siffert pour son spectacle Daddy qui se joue en ce moment au théâtre de l'Odéon. Brent, tu voulais annoncer aussi quelque chose demain? Oui, merci d'être là ce soir. Demain, dans le même esprit, il y aura une conférence de Samia Hani qui justement va aborder pourquoi ou comment traiter le cadre des conflits dans l'éducation architecturale. Donc ça, c'est vraiment, on enchaîne sur la même question de la place de la décoloniale. Mais revenons à Françoise Vergès, qui est une politologue, théoricienne, féministe, anticoloniale et antiraciste. Françoise Vergès a enseigné en Angleterre et aux États-Unis. Elle est cofondatrice de l'association Décoloniser les Arts en 2015. Entre autres choses, elle a présidé le comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage de 2009 à 2012, programmé plusieurs expositions pour le mémorial de l'abolition de l'esclavage à Nantes, créé et dirigé la chaire Global South de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Elle a également dirigé entre 2002 et 2010 le programme scientifique et culturel d'un musée qui n'a pas eu lieu, sur lequel on va revenir à La Réunion, pour lequel elle avait proposé de réaliser un musée sans objet. Elle a collaboré avec de nombreux artistes, de Isaac Julien à Kader Attia. Elle était l'invitée de la Biennale de Berlin l'année dernière par Kader Attia. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Elle nous a semblé très pertinent de vous recevoir pour votre essai, Françoise Vergès. Programme de désordre absolu, décoloniser le musée, que je remonte, suite aux nombreuses contestations qui se sont multipliées dans les musées par de jeunes activistes qui s'en sont pris métaphoriquement aux œuvres en recouvrant les surfaces vitrées de leurs supports de substances diverses. Cette contestation, d'un lieu vu par beaucoup d'entre nous comme neutre et impartial, nous a donné une très grande envie de vous recevoir. Mais avant, je voudrais revenir sur le titre de votre ouvrage. Je vais vous poser la première question avant de passer ensuite la parole à Brent. On se partagera la parole ce soir. Et je voulais vous souhaiter un programme de désordre absolu. C'est un programme d'une grande radicalité, en tout cas dans les termes. Il s'inscrit dans l'héritage de Frantz Fanon, l'auteur de cette proposition. C'est un programme dont l'intitulé est excitant, mais aussi effrayant. Qu'est-ce que signifie le désordre absolu pour vous, Françoise Vergès ? Merci, bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. Alors déjà, je trouvais que décolonial et décolonisation étaient devenus vraiment des mots valises, quoi. Ça, tout le monde était décolonisé, la mode, la publicité, n'importe quoi était décolonisé.
Et je me suis dit, il faut revenir quand même à ce que c'est que la décolonisation, que c'est très sérieux, que c'est pas simplement des mots, c'est pas des slogans, c'est très très sérieux, c'est une pratique, c'est quelque chose qui va bouleverser le monde, qui l'a bouleversé dans le premier temps de décolonisation, et là ça va vraiment bouleverser. Et j'ai repris donc la phrase de Frantz Fanon qui est la décolonisation, qui a pour but de changer l'ordre du monde, est un programme de désordre absolu. Il l'écrit en 1961 dans les damnés de la Terre, au début d'ailleurs. Et je me suis dit, alors qu'est-ce que ça serait le désordre aujourd'hui? Quel programme de désordre? Et quel était cet ordre auquel il fallait mettre fin? Et puis dans un deuxième temps, on va parler du musée. Donc la question du désordre me semblait extrêmement important, notamment parce que le désordre, c'est pas le chaos, c'est de mettre dans ce qui présente comme un ordre et qui est effectivement un ordre, une mise en ordre, une imposition de l'ordre, et qui est un ordre extrêmement injuste, extrêmement producteur d'inégalités, producteur d'extraction, de dépossession, qui est complètement évidemment augmenté par la crise climatique. Et face à ça, je trouvais que la manière dont j'entendais parler de décolonisation n'était vraiment pas à la hauteur, quoi. N'était vraiment pas à la hauteur, parce que s'il n'était pas question juste de, je sais pas moi, de changer la couleur du mur ou de faire des choses comme ça, c'était vraiment profond. Et ce désordre, ça serait, c'est vraiment en fait, de prendre les institutions, non pas en surface seulement, mais profondément, qu'est-ce qui permet à ces institutions de perpétuer inégalité et injustice. Racisme, sexisme, hiérarchie. Donc, c'est vraiment à quelle racine il faut aller, à quoi il faut s'attaquer pour vraiment. Et d'autre part, la décolonisation concerne le monde, ça ne concerne pas simplement une institution. On ne va pas décoloniser une institution alors que tout ce qui est autour ne l'est pas. Dans ce cas, c'est pas. Donc, ce désordre, c'était aussi de s'autoriser à penser que le monde tel qu'il est, c'est pas le monde qu'on souhaite, mais vraiment s'autoriser à le penser. C'est-à-dire de s'autoriser à penser que tout ce qui est autour de nous, ça a été fait par des forces sociales, quoi. C'est pas, il y a rien de naturel, de dénaturaliser le monde et enfin le monde dans lequel nous vivons, et aussi de se mettre à imaginer ce que nous voudrions. Qu'est-ce que serait ce monde? Le travail d'imagination est pour moi aujourd'hui essentiel, fondamental. Oui, je vais peut-être juste enchaîner par rapport à les sites. Donc, à plusieurs reprises dans votre livre, vous citez des institutions, donc notamment en tant qu'espace pour ce désordre absolu. Vous donnez deux exemples avec l'occupation de le Musée national de l'histoire de l'immigration, et c'est aussi en lien avec votre réflexion vis-à-vis de la décolonisation dans votre livre de la violence coloniale dans l'espace public. Donc, j'aimerais bien vous entendre un peu sur ça. Oui. Alors, justement, quand on parlait de décolonisation et que ça se fait très sagement aujourd'hui autour de tables rondes, tout le monde bien respectable, et notamment ce musée de l'histoire nationale de l'immigration qui est quand même très problématique, le titre, le lieu, enfin, on peut en reparler. Et je disais qu'il y avait eu deux moments que je trouvais vraiment qui avaient été des moments de désordre. L'un, le premier, était quand l'Alliance révolutionnaire Caraïbe avait fait sauter le monument marchand qui est en face et avait aussi posé une bombe devant le musée lui-même. Et que c'était, en 83, c'était un moment où personne ne s'y attendait. La statue de Marchand, Jean-Baptiste Marchand, enfin on pourra reparler de ce monument, est tombée, elle n'a jamais été remplacée. Et ils avaient fait un communiqué, on n'a jamais su qui c'était. On n'a jamais su qu'ils n'ont jamais été retrouvés. Ils avaient fait un communiqué en disant que voilà, ça y est, on allait mettre le désordre là. Ils disaient la plaisanterie est terminée, quoi. On passe au sérieux. Et le deuxième moment qui me semblait aussi important, c'est quand l'espace a été occupé par des centaines de sans-papiers, de familles qui ont occupé pendant plusieurs mois tout l'espace à l'entrée et qu'ils ont discuté sur la question des sans-papiers. Ils vivaient là. Et qu'ils ont été expulsés, donc ils ont occupé en octobre, et ils ont été expulsés en janvier, parce que justement ils perturbaient l'ordre du musée, ils perturbaient ce qui allait se passer. Et je trouvais que c'était très intéressant dans un musée qui se proposait de raconter leur histoire, leur corps, leur présence n'était pas désirable. C'était les objets, ce qu'on allait raconter d'eux pouvait être désirable, mais pas ces personnes en tant que telles. Et je trouvais que ça symbolisait bien
qu'est-ce qui rentre dans le musée? Pas seulement qui, mais qu'est-ce qui entre dans le musée pour parler de ces personnes? Et en fait, après, je parlais de la pacification aussi de ces moments-là, puisque dans l'exposition, enfin, elle va réouvrir, mais enfin, dans l'exposition, quand on visitait l'exposition, il y avait juste un petit endroit où il y avait une petite photo de ce qui s'était passé. Il n'y avait jamais rien sur 1983, rien sur l'Alliance révolutionnaire Caraïbe, mais sur l'occupation, il y avait juste une photo qui était autour de la question des sans-papiers. Mais le fait symboliquement d'avoir occupé cet espace qui est, on le sait, l'ancien musée des colonies, qui a été construit pour l'exposition universelle coloniale de 1931, je trouvais ça extrêmement symbolique. Et c'était de mettre du désordre parce que, pas simplement en occupant, mais parce que justement ça mettait en lumière le fait que ces personnes ne pouvaient pas être au musée. Le musée pouvait parler d'eux et d'elles, mais elles et eux ne pouvaient pas y être. C'est à ce moment que vous vous êtes interrogé, parce que vous étiez, vos recherches portaient sur la colonisation et les violences faites aux femmes, et c'est à ce moment-là où vous en êtes venu à vous interroger sur la place de l'art, des œuvres et aussi du musée dans l'art contemporain ou l'art tout court plutôt. Deux choses. Quand on travaille sur l'esclavage colonial ou le colonialisme ou l'impérialisme aujourd'hui, on ne peut pas ne pas travailler sur la représentation et se poser des questions de la représentation. Comment ça a joué, comment ça joue encore, qu'est-ce qui fait représentation, qui est représenté par qui, comment. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas un mouvement social ou un mouvement révolutionnaire ou un mouvement de libération nationale qui ne s'occupe pas justement de la représentation, qui ne se met pas à produire ses propres images pour contrer les images qui ont été faites. Moi, je me suis toujours intéressée, par exemple, le fait que pendant la guerre d'Algérie, l'ALN comprend très vite et invite des cinéastes, très rapidement, à venir filmer pour que ces films représentent. Puis après, on peut penser à la Guinée-Bissau, Angola, Mozambique, on peut penser au Black Panther Party, l'importance de produire ses propres images. Donc ça m'a toujours intéressé que déjà, il y a un corpus de contre-images et de contre-représentations qui ne sont pas seulement par l'image, qui sont évidemment le cinéma, mais le théâtre, le chant. Et donc, moi, je me suis toujours intéressée à ça parce que, et puis j'ai grandi dans une île où les formes populaires étaient absolument pas autorisées, elles n'étaient pas valorisées. Ce qui était valorisé, c'était tout ce qui était français. Donc, cette question est inséparable. Et puis, même si on s'intéresse à la question des femmes, on ne peut que s'intéresser aussi à la question de la représentation. Et de travailler sur la représentation, sur qu'est-ce que ça veut dire, quelles en sont les limites aussi, c'est-à-dire c'est pas que le renversement, on va trouver des images positives contre les images négatives. Donc ça, je me suis toujours intéressée à ça. Et la place aussi, même dans ma propre ville, dans les années 70 à La Réunion, du mouvement culturel et artistique contre l'imposition d'une culture française qui venait de France, quoi, qui était coloniale. Donc pour moi, c'est inséparable. Oui, avec les étudiants, on s'est beaucoup intéressé sur les questions, enfin c'est de l'actualité par rapport à la place des monuments coloniaux dans l'espace public. Et donc justement, pour ces questions de qu'est-ce qu'on garde dans l'espace public et quelle délocalisation éventuelle, quelle est votre position là-dessus? Quelle place éventuelle pour ces monuments à l'intérieur du musée? Oh non, je sais pas, moi d'abord... Mais on dit ça souvent, il n'y a qu'à faire un musée de ces statues, mais quel pauvre musée, je ne sais pas, moi, je trouve ça... Alors évidemment, on peut aussi faire comme dans certains pays de ce qu'on a appelé ce qui a été appelé l'Europe de l'Est, c'est-à-dire que vous faites un parc des horreurs. Donc vous passerez de Lyautey à... Ou les ronds-points, à Gallieni. Oh non. Mais en fait, sur les mouvements coloniaux, comme vous le savez, en France, ça a été absolument une catastrophe, alors qu'il n'y a aucune statue qui n'a été déboulonnée en France. Elles ont été déboulonnées à la Martinique, pas en France, et en Guyane. Et en fait, c'est intéressant parce qu'elles ont été déboulonnées avant la statue de Bristol, qui marque le moment après l'assassinat de George Floyd. Et ce qui m'avait intéressé, c'était que c'était de déboulonner Victor Schœlcher. Donc c'était de déboulonner pas du tout un esclavagiste, pas du tout un colonialiste volontaire, mais un républicain qui s'était beaucoup battu pour
le décret d'abolition de l'esclavage, qui était pour le vote des femmes, le droit de vote des femmes, enfin, parfait. Et c'était lui qui était visé par ces jeunes martiniquais et martiniquaises, et c'est ça qui m'a intéressée, justement. C'était que ce soit cette personne, cette figure. Mais sinon, sur les mouvements, moi, je pense qu'il ne faut rien garder. Je pense qu'il y a trop de statues, que c'est une esthétique, c'est que des bonhommes, tous des soldats, tous des militaires, avec des comme ça, là, je sais pas, moi, alors on me demandait, alors on a tout de suite pensé que je voulais remplacer ça par des statues d'autres hommes. Alors je dis, mais non, moi ce que je veux, c'est des arbres. Je veux dire, il manque d'arbres à Paris. Et les statues, ce sont des choix politiques à des moments donnés. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas de pétition de Parisiens et de Parisiennes réclamant une statue de Gallieni. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas je n'ai pas trouvé. C'est toujours une ligue, la ligue coloniale pour Gallieni, une autre défense aussi pour le monument marchand. Et c'est à des moments donnés, c'est très intéressant aussi de voir à quel moment ça se passe, parce que ce sont aussi des moments politiques. C'est-à-dire, c'est vraiment pour poser, justement, c'est ça qui compte, c'est ça qui va tenir lieu de mémoire. C'est une occupation de l'espace public et qu'il faut libérer. Il faut libérer l'espace public. Je ne pense pas que ce sera très intéressant dans les musées. Je sais pas ce que. Je vois pas ce que. C'est quand même pas les statues grecques ni les statues de l'Asie du Sud-Est. Hein, c'est quand même. Ou alors, si effectivement on veut étudier un style militaire, national, particulier, voir pourquoi. C'est vraiment la Troisième République hein, qui en met partout. Donc peut-être de se demander pourquoi la Troisième République est si fasciné par la statuaire d'un homme masculiniste, militaire. Bon, ça pourrait être intéressant, mais à ce moment-là, bah, c'est à l'école des Beaux-Arts que ça doit être pour étudier. Mais non, moi, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ce qu'on veut comme espace public. Est-ce qu'on veut que ça soit rempli de monuments ? Je suis pas sûre. Il y a quelque chose d'une occupation et je pense aussi à travers ça, c'est de répondre à une question importante par une statue et qui ne répond pas à la question qui est posée. Pour vous, le musée est un champ de bataille. Vous prenez par exemple dans votre ouvrage le musée du Louvre, nommé en 1802 musée Napoléon. Et celui-ci, qui est l'enfant de la Révolution française et des Lumières, devient l'exemple du musée qui ouvre la voie au musée universel, national et moderne, mais surtout il devient exemplaire de cet universalisme abstrait que beaucoup revendiquent, mais que vous dénoncez. Qu'est-ce que ce serait qu'un universalisme abstrait, Françoise ? L'universalisme, bon, dans le Louvre, effectivement, je trouvais que c'était un exemple parfait, parce que c'est quand même un musée assez extraordinaire. Et qui est, comme vous le rappeliez, l'enfant des Lumières et de la Révolution française. Alors qu'il y a d'autres musées en Europe qui sont les enfants de Lumière, les enfants des Lumières. Mais là, il a une parenté quand même assez prestigieuse. Et puis, il devient, ce musée, il impose une histoire de l'art, une certaine temporalité, une régionalité aussi. Là, on passe à la Renaissance italienne, puis de la Renaissance italienne, on passe à l'Égypte, puis de l'Égypte, enfin... Et l'universalisme abstrait, c'était aussi cette idée qui est née aux Lumières, mais qui se renforce vraiment au 19e, c'est-à-dire que tous les objets du monde, tous les trésors du monde peuvent être réunis dans un même endroit pour représenter l'univers, et peuvent être étudiés comme représentant l'univers. Et on a, c'est surtout vraiment au 19e, ce principe d'exhaustivité, qu'il faut tout ramener en Europe, tout. Donc, c'est pas un papillon, c'est tous les papillons du monde. C'est vraiment, il y a l'idée que tout doit être réuni en un seul lieu et que ce lieu sera le lieu de l'étude de l'univers et représentera l'universel. Alors, je dis que c'est abstrait au sens où, évidemment, ça peut pas représenter tout cela, mais c'est pas simplement parce que c'est faux, c'est aussi que ça détache ces objets complètement de leur environnement et que ça n'est plus rien, qu'en fait, c'est plus rien. Quand on voit les instruments de musique, les milliers, pas les milliers, mais enfin si, je pense, d'instruments de musique au musée du Quai Branly, mais on voit pas, je veux dire, c'est des instruments muets, entièrement muets. Je veux dire, alors que c'est des tambours, c'est des instruments à cordes, mais on les entendra plus jamais. On les entendra plus jamais. Et on nous dit tambour venant du sud du Maine. Mais
ça ne veut rien dire d'une certaine manière. Parce que cet objet, il était chéri, il était adoré, il avait un sens, et puis là, il est mis là. Donc en plus, dans cet universalisme abstrait, c'est en fait de représenter des objets morts comme étant finalement l'univers, comme représentant. Donc c'est un universel aussi qui enlève toute la vie. Toute la vie, les statues de Dieu et de déesses, c'est encore plus fort parce que c'était des déesses et des dieux auxquels les personnes apportaient des offrandes, les adoraient, les lavaient, les peignaient, présentaient leurs enfants, les couvraient de fleurs, peu importe, mais d'un endroit à l'autre. Et là, on voit, c'est très très beau, ce qu'on voit, c'est très beau, c'est des statues magnifiques, mais en fait, c'est des morceaux de pierre. Alors, c'est ce détachement aussi qui construit cet universel, qui nous fait penser qu'on est en train de voir l'univers, qu'on a sous les yeux. En me promenant dans le musée, je vois tout. Et de fait, je passe d'une région du monde à l'autre. Et on me donne ça comme si je voyais. Mais par exemple, quand je vois les arts asiatiques, ça n'a rien à voir avec... c'est ce que l'Occident décide que ce seront les arts asiatiques. Mais ça n'a pas vraiment de sens. Nous avons touché les objets dans l'espace public. Par rapport aux objets dans les musées, donc par rapport aux artefacts, les œuvres, vous avez évoqué le rapport Savoy-Sarr de 2018, où rien que 90 000 objets africains sont identifiés dans les institutions françaises. Donc j'aimerais bien vous entendre un peu sur votre position assez radicale vis-à-vis des questions de réparation et restitution. Les questions de restitution, on le sait, pour ce qui s'agit du continent africain, parce que le rapport Sarr-Savoy est sur les objets, ce qui vient du continent africain, donc on n'a pas du tout ni l'Asie, ni les Amériques, ni les Caraïbes, ni le Pacifique, parce que là, ça serait encore plus énorme. Moi, ce que je pense, c'est que les restitutions, elles doivent se faire d'une part que c'est... D'abord, les personnes concernées devraient participer aux recherches, ce qui veut dire que c'est des choses très concrètes pour moi. C'est-à-dire qu'obtenir les visas, c'est très compliqué pour venir en France si on est malien ou burkinabé ou sénégalais. Donc, je veux dire, on nous parle comme ça, mais il y a des obstacles très concrets au fait que finalement, ça ne peut pas vraiment se faire. Donc, les experts vont être surtout des experts européens ou français. Puis, on va peut-être en prendre un ou deux. Donc, déjà, je trouve ça problématique. Ensuite, les restitutions, ça se fait d'État à État. Pour ce qui est de la France, ça ne se fait pas aux communautés dont ça a été pris, c'est l'État, c'est de l'État à l'État. Donc quand on dit qu'on restitue aux Africains, non, on restitue à des États, à des gouvernements. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Et ensuite, on restitue à un État-nation, alors que c'était un peuple qui constituait tout à fait autre chose à ce moment-là. Et on ne va pas voir cette communauté. Il y a des problèmes très concrets à la question de restitution derrière tout le discours. Mais sinon, moi, je suis pour les restitutions. Je suis pour les restitutions, c'est-à-dire dès que c'est demandé, il ne devrait même pas avoir de questions. Mais comme vous le savez, il y a énormément de conditions qui sont posées. Est-ce que vous avez des méthodes de conservation adéquates? C'est-à-dire que l'objet doit rester l'objet tel qu'il a été conçu, avec des codes de préservation et de conservation tels qu'ils ont été formulés et développés de manière très bien. L'Europe s'est très très bien conservée et préservée, mais impose ces codes alors que finalement, ça ne sera pas les peuples, mais enfin les peuples, on pourrait dire, pourraient avoir leur mot à dire sur ce que sont ces objets. Pourquoi ça doit aller dans un autre musée? Donc, de toute façon, dans la restitution telle qu'elle est posée, il y a déjà toute une série de contraintes qui ne permettent pas du tout de penser qu'il pourrait y avoir d'autres choses. Donc, peut-être que finalement, ça sera comme ça, mais je veux dire, sauf que c'est déjà décidé comme ça. Il n'y a pas de possibilité. Et les musées qui sont, par exemple, le musée qui est construit pour recueillir ce qui a été volé au roi Béhanzin, le musée il est construit sur le modèle des musées européens. Et puis, il est construit, apparemment, le contrat est donné à une grande boîte de BTP française,
Donc on a l'impression qu'on donne d'une main pour en reprendre deux, trois. Hein. Bon, parce que quand même, je veux dire, c'est qui va construire ce musée, c'est un BTP. Et puis le musée, il est construit comment, de quoi il va être question. C'est aussi cette imitation, c'est-à-dire que le musée doit être dans une capitale, dans une grande ville. C'est pas du tout des pays de la. Tout est conçu comme si la seule manière de faire, c'était comme ici, comme en Europe. Donc la question de restitution, pour moi, pose des tas de questions. À la fois très très concrète sur mais qu'est-ce qui va être possible, qui va prendre en charge le coût, parce que là on parle beaucoup, mais c'est simplement 2-3 objets qui sont restitués. Si on commençait si la France restitue 2 objets, ça va être énorme. Ça va être énorme. Et donc ça veut dire comment ça va être accompagné. Et de l'autre côté, comment les gens vont en parler, quoi. Et est-ce que les gens là-bas, les peuples vont en être dépossédés de nouveau? C'est-à-dire que là-bas, ça sera de nouveau des personnes choisies qui vont décider de comment ça va être posé. Donc la restitution n'est pas du tout pour l'instant une opération démocratique. On avait reçu il y a 2 ans Bénédicte Savoie qui, elle aussi, souhaitait restituer et qui nous disait qu'en Europe, on n'avait qu'à faire des artefacts, des copies de ces œuvres, et les garder dans les musées et rendre. Est-ce que c'est une idée qui vous est commune ? Oui, bien sûr, on pourrait faire ça, mais de nouveau, je veux dire, il faut vraiment partir de ce que les personnes veulent. Il y a une communauté, une communauté au Congo, en RDC, qui veut. Alors, ils ont un dieu, qui est la représentation d'un officier belge qui a commis des massacres. Donc, ils ont fait la statue et dedans, il y a tout le mauvais esprit de l'officier. Et c'est très important pour cette communauté de temps en temps de sortir de prendre cette statue c'était, je ne vais pas en passer, parce que pour bien être sûr que ça reste enfermé. Pour des raisons qui ne sont pas très claires, ça est arrivé dans les mains d'un collectionneur privé, puis d'un musée aux États-Unis. C'est pour venir au digital. Et la communauté réclame l'objet et le musée ne veut pas. Alors, ils ont eux-mêmes digitalisé en 3D l'objet pour l'avoir quand même, pour dire, parce que c'était vraiment important. Eh bien, le musée leur a dit, vous êtes en train d'enfreindre les droits de copyright, maintenant vous devez payer pour la digitalisation. Donc, l'objet est même digitalisé, il y a une extension en ce moment du droit de propriété dans les musées pour que même ce qui est digitalisé soit payant. Donc la digitalisation, il faut faire attention parce que aussi, quels sont les moyens dans les pays d'avoir accès à la digitalisation? Parce qu'il faut avoir des ordinateurs, il faut avoir des tas de choses, il faut avoir aussi de l'électricité toute la journée, alors qu'il y a des pays, c'est 2 heures par jour. Donc de nouveau, quelles sont les questions concrètes, de moyens, d'éléments concrets qu'ils font? Mais c'est vrai que c'est une possibilité, mais si je peux me permettre, en fait, on part vraiment dans des questions. On parle de restitution comme si c'est juste un objet, là, que, bon, ben voilà, je vous l'ai pris, je vous le rends. Mais les personnes peuvent avoir des idées totalement différentes. À Vancouver, le musée ethnographique est un immense musée qui avait beaucoup d'objets des peuples indigènes, amérindiens. Et ils ont commencé il y a quelques années, justement, quelle restitution, comment? Et il y a des communautés qui veulent absolument pas parler avec le musée en disant vous nous avez volé, on veut pas parler avec des voleurs, on veut rien avoir avec vous, tant pis, c'est fini, on veut pas vous connaître. Il y a d'autres qui ont demandé que les objets puissent venir dans le musée, prendre les objets pour des rituels, et l'objet doit rester avec cette communauté le temps que l'objet aussi est déchargé ensuite de la charge du rituel. Il y a d'autres qui n'ont pas encore décidé, donc ils veulent bien que le cartel reste, mais l'objet doit disparaître. Il n'y a plus d'objet, l'objet doit être caché. Donc on voit un cartel et puis on voit une boîte noire, c'est caché. Ce que je voulais dire par là, et puis après il y en a d'autres aussi qui regrettent vraiment aussi que certains objets, notamment il y a d'immenses totems très très beaux, et pour eux ça pose un problème parce qu'ils disent que la conservation est mauvaise parce que ces objets étaient là pour être dehors, au vent, et au soleil et à la pluie, et que maintenant ils sont conservés et ils sont repeints pour qu'ils restent comme s'ils étaient. Et que ça, c'est complètement contraire à ce que devait être
ce totem qui aurait dû finir dehors et puis on en aurait construit un autre. Donc même ça, cette question de conservation, pour certaines communautés, c'est absolument brutal. Donc quand on parle de restitution, il faut aussi entrer beaucoup plus profondément dans quels sont les objets, de quoi on parle, parce qu'en général, on a en tête le roi Béhanzin, parce que ça a été dans tous les journaux, mais il y a des choses, je parlais aussi avec le peuple Sami, les peuples qui sont au nord de la Finlande, Norvège et peuples autochtones, on leur a rendu un tambour. Et ils disaient qu'ils avaient mis 3 ans à faire que le tambour soit de nouveau un tambour. Parce qu'en fait, ce n'était plus rien, il n'y avait plus de son, tout ça, et puis il fallait comme quelqu'un qui a été en prison ou qu'on ramène et qu'il faut que cette personne reprenne place dans la communauté. Donc tout ça, il y a une manière un peu mécanique de penser la restitution que je trouve qui est un peu un côté de se débarrasser de la question. On vous l'a redonné maintenant, on est tranquille, on a clos le chapitre. Brent. Donc on vient d'évoquer l'extractivisme culturel, peut-être à une toute autre échelle. Il ne faut pas oublier que tous les monuments qu'on a autour de nous, à Paris par exemple, sont des produits de cet extractivisme aussi, cette richesse. Donc, dans votre livre, vous évoquez une histoire d'esclavage en lien avec l'histoire de l'architecture. Vous évoquez des exemples comme le palais de l'Élysée, aussi bien que le Tour Eiffel. Est-ce que pour les étudiants en architecture, vous pouvez élargir un peu la réflexion? Oui, en fait, parfois quand on dit « il nous faut un musée de l'esclavage à Paris », je dis « mais Paris suffit, quoi. Paris pourrait suffire. Est-ce qu'il y a besoin encore de construire un musée ?» Parce qu'on pourrait se promener dans Paris et voir comment l'esclavage colonial a non seulement évidemment enrichi, mais qu'il y a des bâtiments qui sont des bâtiments contemporains de ce moment, dont le palais de l'Élysée. Le palais de l'Élysée est construit par c'était un homme de Toulouse qui venait d'un milieu plutôt modeste, comme on dit, et qui acquiert une considérable fortune. C'est l'homme le plus riche, équivalent à encore un autre Français d'aujourd'hui, le plus riche du monde, à l'époque. Et il est richissime, et il avait des châteaux partout, des palais partout, enfin il était incroyable, parce qu'ensuite Louis XIV aussi lui offre la Compagnie de Guinée, qui était une compagnie qui faisait la traite en exclusif, quoi, qui avait l'exclusivité de la traite. Donc tout ce qui était les bénéfices revenait à cette compagnie. Donc un monopole, quoi, un monopole. Et il construit ce palais là à l'époque il y avait des marécages, donc il fait assécher les marécages, et puis il construit ce palais de l'Élysée. Et ensuite il l'offre à son gendre parce qu'il avait une fille de 12 ans, donc qu'il fait épouser, enfin qu'il donne à cet homme. D'ailleurs le soir du mariage, elle sera mise dans une calèche et envoyée dans un couvent. Et puis le palais donc reste dans les mains de ce gendre, et lui aussi, mais c'est lui qui le fait construire, et donc c'est son palais. Et donc ça, c'est le palais de Négrier. C'est-à-dire si on veut voir le témoignage de ce que la richesse qu'a produite la traite, on va voir l'Élysée. On n'a pas besoin d'aller en Martinique, on n'a pas besoin d'aller en Louisiane, on va rue du Faubourg Saint-Honoré. Et là, on verra évidemment ce que l'argent de la traite a autorisé à faire. Bon, à part ça, je ne sais pas si vous avez déjà visité, c'est terrible. Bon, mais ça, c'est autre chose. Alors, je trouvais ça assez étonnant que le président d'une république, la France étant une république, loge dans ce palais, et qu'il y a, je peux vous dire, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien sur le site de l'Élysée quand vous allez voir. Il n'y a pas un mot, les journées du patrimoine, on n'en parle pas. Il y a une espèce dessus, quoi, un peu comme ça, et surtout sur à quel moment ça devient le palais du président de la République. La Tour Eiffel, c'est donc il y a la Révolution haïtienne et en 1804, donc la proclamation de la République noire. Révolution commencée en 1791. Et la France, comme vous le savez, punit durement la République haïtienne en lui imposant de payer une énorme dette qui est en fait ce que les esclavagistes requièrent, puisqu'ils ont perdu leur propriété privée, ils ont perdu leurs esclaves, donc ils ont perdu de l'argent. Donc là,
Haïti doit repayer cette somme. Et la France forcera Haïti en imposant un blocus à Haïti, donc Haïti sera, et en imposant à plein d'États de ne pas reconnaître l'État d'Haïti. Donc Haïti ne sera pas reconnu comme État pendant longtemps, ce qui va empêcher les relations diplomatiques, des développements de commerce, développement, donc vraiment d'étouffer et d'appauvrir la République. Et finalement, Haïti va céder pour pouvoir survivre, parce qu'ils sont complètement étouffés, et va payer. Et une partie de cet argent servira à construire la Tour Eiffel. Voilà, donc la Tour Eiffel aussi, pas tout, mais une partie de cet argent donc, servira à construire la Tour Eiffel. Donc si on commence à étudier comment l'argent circule et comment l'argent va permettre la construction de monuments, de palais ou d'autres choses, à Paris, l'hôtel sur la place de la Concorde, les deux grands bâtiments, là où il y a le Ritz et puis l'hôtel de la Marine aussi. Donc, en fait, on voit concrètement sur c'est pas. Donc, la question de l'esclavage, c'est pas simplement les chaînes et les instruments de torture, c'est aussi comment une architecture en France qui permet ça, qui autorise ça, et puis aussi, comme je l'ai montré, toute une série de mœurs et de coutumes qui vont être transformées par les produits de l'esclavage. Mais oui, l'Élysée, très clairement, l'Élysée, c'est directement l'argent de la traite, et lui aussi, donc il a énormément gagné, et puis il avait des plantations, et la Tour Eiffel, c'est une partie de l'argent volé à Haïti. Vous consacrez aussi un chapitre à l'exposition Le Modèle Noir, qui est l'exposition d'Orsay en 2019, c'est ça, oui, et qui s'inscrivait dans une volonté critique de considérer le racisme dans l'art. Quel point de vue avez-vous sur cette exposition ? Je me suis intéressée à cette exposition parce qu'évidemment, elle était présentée comme quelque chose d'historique. Bon, on sait que une partie de l'exposition avait eu lieu à New York, c'était la thèse d'une historienne de l'art africaine-américaine. Donc ça m'a intéressée. Alors, pour moi, par exemple, le fait que quand on entrait dans l'exposition, il y avait quelques petites choses sur la Révolution, et puis il y avait cet immense tableau qui célèbre l'abolition de 1848. Je trouvais que ça plaçait l'exposition sous le signe de l'abolitionnisme français, donc c'était pour moi très problématique, déjà. Il y avait aussi ce que je disais, c'est que finalement, toutes les personnes qui gardaient les salles, c'était des jeunes hommes noirs. Donc quand même, il y avait quand même la question du modèle noir. C'est-à-dire, de nouveau, pour moi, qu'est-ce qu'il y a autour de moi? C'est pas seulement qu'est-ce qu'il y a sur les murs, et qui aurait pu, évidemment, qui pouvait être formidable ou je sais pas quoi, mais c'est quelles sont les conditions qui permettent ça, qui produisent cette possibilité. Alors il y avait ça, et puis après, évidemment, sur la question de donner le nom, que finalement des noms avaient été trouvés, je posais la question, je posais très rapidement la question, parce que cette femme qui est portrait d'une Noire, qui est au Louvre, et qu'on décide qu'elle est Marie-Madeleine, et j'ai posé la question, j'ai dit, mais est-ce qu'on sait que c'était son nom? Est-ce qu'on sait que c'était le nom que lui a donné sa mère, ou qu'elle s'est donné? Puisque les esclaves étaient nommés par leur propriétaire, donc pourquoi se glorifier d'avoir trouvé un nom? Et pourquoi c'est si important d'avoir trouvé ce nom-là? Qu'est-ce que c'était? Parce que c'est l'histoire de nom, c'est vraiment lourd dans la question de l'esclavage colonial, puisqu'on sait qu'ils n'avaient pas de nom, elle et il n'avaient pas de nom, et que les noms sont donnés en 1848, entraînant des tas d'autres problèmes qui ont été aussi discutés par des historiennes et historiens. Donc tout ça me semblait encore, faire partie d'une politique où on utilise l'art pour mettre sous les noir, vous voulez dire? Pour mettre les choses sous la table, ou sous le tapis, je ne sais plus comment dire. Et que c'était pas vraiment, Bon, il y avait aussi, tout était mélangé, de la publicité, de la peinture, de l'orientalisme, des tableaux orientalistes, je ne voyais pas tout à fait ce que ça venait faire là. Enfin, il y avait, mais ça encore, on pourrait se dire, finalement, c'est comme ça, bon, après tout, c'est le choix des commissaires, mais c'était plutôt ce qu'il y avait profondément, quoi. Les textes, j'avais lu tous les textes soigneusement du catalogue, je suis allée plusieurs fois, et je trouvais qu'en fait,
c'était, comme on dit, du art washing. Et ça, c'était un peu dans le... Enfin, j'avais lu dans votre livre que vous aviez initié en 2012 les visites, ou même des contre-visites du Louvre. Donc, c'était un peu dans cet aspect-là ou c'était... Ah non, ça, c'était avant. C'était le premier, je fais quand il y a la Triennale de Paris et que Auquy Anvazor était le commissaire. Et à l'époque, je travaillais comme... Alain, vous l'avez dit, c'était pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. J'étais au comité. Une des premières choses que j'avais demandé au ministère de la Culture, c'était d'établir une liste, un inventaire, de faire un inventaire de tous les objets relatifs à la traite et à l'esclavage qui étaient dans les musées nationaux de France. Parce que je me disais, c'est pas compliqué à faire, il n'y a qu'à appeler tous les directeurs et directrices et dire. Et ça a été intéressant parce que beaucoup d'entre eux ont dit, nous, on n'a rien. Parce qu'en fait, la question de l'esclavage, elle est perçue, est-ce qu'il y a des chaînes, est-ce qu'il y a des représentations de personnes enchaînées, Et non, je leur disais, mais regardez vos soupières, regardez vos tabatières, regardez vos poivriers, allez au-delà de simplement la représentation. Et en fait, beaucoup de choses sont venues de musées d'art décoratif, parce que ça représentait vraiment une illustration importante. Vous voulez dire des produits, quand vous parlez de tabac, d'épices? Non. Là, vous aviez la soupière, et au fond de votre soupière, vous aviez un champ de canne à sucre avec des gens qui coupent la canne. Je veux dire, vous avez un petit tableau au fond de votre soupière. Voilà. Ou des tabatières. Donc ça, c'était... donc on commence par ça, et je m'intéresse de plus en plus à ces questions-là. Et quand Auquy me propose quelque chose, beaucoup de personnes en France me disaient, quand on présentait pourquoi c'était important de parler de ça, que leurs ancêtres n'avaient été ni marchands d'esclaves, ni propriétaires. Ce qui est vrai. Et je me suis demandé de comment leur faire comprendre que la société entière avait été touchée. Et c'est là que je me suis dit, par les produits de l'esclavage et par le Louvre. Donc le Louvre, il est intéressant parce qu'il est ouvert, comme vous le disiez, en 1793, qui est une date importante parce que c'est la première abolition de l'esclavage dans une colonie, c'est à Saint-Domingue, à cause de la révolution haïtienne qui a commencé en 91, et elle s'arrête à 1848. Et 1848, c'est la deuxième abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, puisque l'esclavage avait été aboli en 1794, il est rétabli par Napoléon en 1802. Et 1848, c'est vraiment la deuxième et finale. Donc c'était intéressant que la collection du Louvre était entre ces deux dates, mais j'en faisais pas non plus quelque chose de fétiche. Fétichisez pas ça, mais ce qui m'intéressait, c'était de voir effectivement à quel moment les produits de l'esclavage, tabac, sucre, café, entrent dans la représentation picturale et les arts décoratifs. C'est-à-dire à quel moment ça entre vraiment, ça fait partie de ce qu'il y a autour de vous. Donc à quel moment il y a des services à café, des services à thé, des sucriers, parce qu'il n'y a pas de ce genre de sucrier, parce que le sucre arrive vraiment. Et puis à quel moment, justement, les hommes commencent à se faire le portrait en fumant, parce que le tabac est devenu associé à la masculinité en Europe. Et donc, se faire représenter en fumant, ça fait partie de la représentation du soi masculin, du moi masculin. Et donc, c'était ça. Ça a été ça. Et de repérer, d'identifier ces tableaux pour aussi montrer que l'esclavage avait pénétré dans la société, pas seulement par la représentation de la chaîne et de l'instrument de torture, mais par les produits de l'esclavagisme qui avaient transformé profondément le monde. Et notamment, par exemple, c'était aussi après, j'avais fait des recherches, quand apparaissent les premiers bureaux de tabac, quand apparaissent les premiers cafés, qui transforment le monde social. Parce que les cafés, il y en a, je veux dire, c'est pas des auberges, quoi, c'est vraiment des cafés. Et la question du tabac, pourquoi le tabac devient associé à la masculinité fortement, devenir un homme, c'est fumer. Et alors, je travaillais avec des personnes qui étaient spécialisées de la littérature pour voir aussi comment, dans le roman du 19e, l'importance du fumoir, vers où se retirent les hommes. La fameuse scène avec Sganarelle dans le Don Juan, sur le tabac. Voilà. Pendant que les femmes, elles font ce qu'elles font, c'est-à-dire rien. Et donc, les hommes se retirent pour fumer. Bon, il y avait tout ça, c'était aussi de montrer... dans les arts décoratifs, c'était aussi assez facile, mais de montrer aussi qu'est-ce qu'il y avait sur les tasses et les cafetières.
c'est-à-dire comment l'exotisme. Parce que j'avais aussi travaillé, donc en fait ça m'intéressait comment ces objets étaient devenus. Donc par exemple, à un moment donné, je m'étais beaucoup intéressée à l'ananas, parce que l'ananas, il y a une fascination pour l'ananas à Versailles. Vous n'avez pas? Non, je n'ai pas été attentif. Ah bon. Voilà. Mais grâce à votre livre, je le saurais. Parce que l'ananas a une couronne. L'ananas porte une couronne. Donc, vous verrez, c'est le seul, je crois, fruit représenté dans le cabinet de Marie-Antoinette à Versailles. Et puis, vous verrez aussi, voilà, parce que l'ananas porte une couronne, comme les rois. Non, mais enfin, c'était des choses comme ça. C'était intéressant de voir comment, bon, alors les produits de l'esclavagisme, puis les produits aussi de la colonisation avaient été rentrés et avaient transformé profondément les choses. Donc, on pouvait ne pas avoir d'ancêtres négriers ou d'ancêtres propriétaires d'esclaves. On avait eu des ancêtres qui avaient fumé, mis du sucre dans leur café, parce que les Européens n'ont jamais pu boire le café sans sucre. Alors que dans l'Amérique, il y a des pays dans l'Amérique du Sud, tout ça, on peut boire le café sans sucre. Les Européens, pour eux, c'était impossible. Donc, il y a eu vraiment du café, il fallait le sucre. Et puis, le sucre était associé à la féminité. Il y a du sabotage. Si tu es d'accord, Bren, comme il nous reste un quart d'heure, est-ce que tu veux qu'on aborde quelque chose qui m'a semblé très important, à moins que tu aies une question fondamentale, c'était sur ce musée de la Réunion, ce fameux musée sans objet que vous avez créé. Mais est-ce que tu as peut-être une question avant, Brent? Juste peut-être pour mettre sur le radar des étudiants en architecture, en fait, j'étais intéressé, vous traitez un peu les questions les questions éthiques vis-à-vis, c'est une thématique récurrente même dans le livre, le féminisme décolonial, de l'invisibilisation du travail. Donc, il y a un moment où vous traitez justement des enjeux éthiques, des mouvements comme Who Builds Your Architecture aux États-Unis, donc les étudiants à NYU qui étaient très critiques de le campus qui allait être construit et la manière dans laquelle ça allait être réalisé. Et puis, là, je vais juste évoquer un autre aspect aussi que je trouve intéressant. Pour le fait d'avoir emmené un groupe des étudiants sur un workshop à Arles, quelle ville étrange, par rapport à ce que vous évoquez à un moment comme, c'était quoi le terme que vous avez utilisé? C'était le capitalisme. Oui, voilà. Donc, sur les images de la fondation, la juxtaposition d'une architecture, Star Architecture, donc de guerriers, etc., et cette gentrification de la ville. Donc, je suis désolé, je scotche deux sujets en même temps. Oui, l'invisibilisation du travail, justement, parce que comme le modèle du musée occidental est devenu hégémonique, comme je le dis, mais vraiment, il suffit de voir le Louvre à Abu Dhabi ou d'autres musées de ce genre, ou même les musées en Afrique du Sud, le musée de l'apartheid à Joburg ou d'autres musées, ils sont faits sur ce modèle. Donc la question de qui le construit ou comment le construit, particulièrement à Abu Dhabi, ça a été vraiment c'était plus qu'un problématique, est effacé complètement. Donc, il ne reste que l'architecture extraordinaire. Bon, alors, le Louvre à Abu Dhabi, c'est quand même le seul endroit où vous pouvez, dans un musée, où vous pouvez faire du kayak. Hein. Je veux dire, parce que c'est sur la mer, et puis il y a des gardes-côtes, et puis comment s'appellent les gens si vous noyez, là? Comment on appelle les maîtres nageurs. Vous avez des maîtres nageurs en tenue de maître nageur, parce qu'on est sur l'eau, quoi. Donc, alors, ça pose des tas de problèmes, vous pouvez imaginer, pour un musée. Donc, c'est la question de le musée doit impressionner, le bâtiment doit impressionner. Il doit absolument impressionner. Ça, c'est le modèle, IMA, Quai Branly, tout ça. Et donc, ça, c'est une première chose. Et évidemment, l'invisibilisation du travail des personnes qui ont travaillé là, ça avait été la même chose pour même le Guggenheim de Bilbao. Hein. C'était Bilbao ayant été une ville prolétaire et complètement gentrifiée. Et en même temps, le Guggenheim Bilbao est devenu, tout le monde le veut. Tout le monde veut avoir la même chose parce que ça fait du commerce, du tourisme, etc. Donc l'invisibilisation de ce travail, des personnes qui le construisent, parce qu'on ne parle que de l'architecte et on ne parle que des artistes qui vont y être, et on ne parle pas des gens qui l'ont construit et qui sont payés au lance-pierre. Et l'invisibilisation, l'autre invisibilisation, c'est les personnes qui le nettoient.
ou qui gardent tous les jours, et qui sont en général extrêmement exploités, sous-payés et très souvent noirs et racisés. Donc ça, c'était évidemment cette question de l'invisibilisation, parce que pour moi, le musée, c'est un tout. C'est pas seulement ce qu'il y a sur les murs, et donc il ne suffira pas de changer ce qu'il y a sur les murs pour décoloniser le musée. C'est qui travaille dans les caves, qui travaille dans les services, comment les services sont organisés, est-ce qu'il y a de la violence sexuelle, de la violence raciale, quelles sont les hiérarchies, quelle est la formation des historiennes et historiens de l'art, quelle est la formation des conservateurs. Je veux dire, c'est tout ça qui fait le musée. C'est pas simplement que finalement on a fait dialoguer les objets entre eux, parce que ça c'est le grand truc, de faire dialoguer les objets entre eux. Donc ça, oui, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est extrêmement écrasant. C'est extrêmement écrasant et moi, je visite beaucoup. Je visite systématiquement les musées, tous les musées, tous les genres de musées. Et je me suis de plus en plus intéressée à des tout petits musées, des toutes petites choses, des petits musées communautaires ou des petits musées, donc on pourra parler de ça, des petits musées éphémères, des petits musées qui sont faits et qui sont pour moi justement autre chose justement de ce qui pourrait advenir. Donc l'invisibilisation du travail, oui, extrêmement important. Et Arles, ce qui m'a intéressée, c'est que Arles, c'est aussi l'autre chose où c'est ville prolétaire, ville communiste pendant longtemps, et où ça devient le décor. Le prolétaire devient le décor. C'est-à-dire il faut quand même garder le côté Arles qui a été une ville prolétaire. Il faut gentrifier, mais il ne faut pas non plus que ça devienne le 6e arrondissement. Il faut que ça reste un peu comme ça. Parce que sinon, pourquoi prendre le train pour se retrouver à Saint-Germain? Donc, il faut que je puisse aller dans le café où je vois que c'est un café où venaient les immigrés prendre leur café, tout ça. Il faut que ça garde dans le jus, comme on dit. Alors, il faut qu'il y ait le jukebox un peu vieillot, avec des couvertures de disques de chanteurs nord-africains, par exemple. Donc, il y a aussi derrière la gentrification la transformation en décoration du prolétaire ou du rural, ou enfin de garder quelque chose, parce que sinon ça ne va pas. Et ça, c'est de plus en plus fort, ça. Ça, c'est de plus en plus fort. Ça a commencé avec le Guggenheim Bilbao, et puis maintenant, c'est vraiment... il faut garder, donc il faut par exemple avoir... à Arles, à Louma, il faut avoir des jardins collectifs, où vous pouvez aller planter votre tomate aussi. Donc il faut qu'il y ait tout ce côté avec l'attention à l'environnement. Et puis, vous voyez, nous, on fait de l'irrigation, tout ça, il n'y a pas de l'arrosage comme ça. Donc, tout est absolument fait pour que ça devienne en fait une pacification des luttes et un décor. Donc ça m'a... Oui, Arles a été très intéressante. Et le philanthrocapitalisme, c'est vrai que c'est extrêmement important aujourd'hui. Et pour beaucoup d'artistes, c'est le soutien par des fondations privées, c'est la seule chose, parce qu'il y a de moins en moins d'argent public. Et pour beaucoup de ces fondations, l'art, c'est par là que les corporations qui sont derrière vont avoir un beau visage, quoi. Je veux dire, et ce qui a été dénoncé un peu en France par Greenpeace contre la Total finançant des choses au Louvre, et beaucoup en Angleterre, beaucoup plus en Angleterre, et puis maintenant aux États-Unis aussi beaucoup, et au Canada. Le art washing. Oui, le art washing. Donc beaucoup plus d'interventions dans ces pays qui surveillent de très près, qui donnent de l'argent. On a vu aussi le truc Sackler au Met, la grande histoire de Sackler, avec le film. Et ça, c'est devenu très important parce qu'il y a un côté de lissage, parce qu'après tout, ils donnent de l'argent pour des choses, et puis des biennales, tout ça, c'est formidable. Et en fait, c'est des corporations qui, pendant ça, détruisent le monde et détruisent des peuples et détruisent des terres. Donc ça pose de nouveau ces questions éthiques. Il y a plein de questions éthiques, oui, qui se posent. Et c'est cette alternative que vous proposiez avec le musée de la Réunion, qui était justement un musée sans objet, qui prenait en compte les savoirs locaux, les paroles locales, enfin, toute une série de choses qui habituellement étaient
peut considérer, est-ce que pour les dernières minutes qui nous restent, Oui, est-ce que très vous pouvez rapidement. nous parler de... Parce que je voudrais passer la parole au public, c'est Oui. que c'est aussi l'habitude de créer de l'horizontalité ici. Donc, si vous pouvez nous... 2 minutes. Non, quelques minutes, Alors, parce que c'est une aventure très intéressante. Donc oui. ce serait dommage. C'était un projet de musée à l'île de la Réunion. Et quand je suis arrivée, quand on m'a sollicité pour le projet, tout de suite a été une équipe. J'ai beaucoup travaillé avec un ami qui est un grand spécialiste des littératures de l'océan Indien, qui est poète et qui enseigne à l'université de la Réunion. Et on a tout de suite, on s'est posé les questions, évidemment, du bâtiment, de la temporalité qu'on voulait, c'est-à-dire qu'est-ce que ça voulait dire, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas prendre le temps colonial, on ne voulait pas voir ce qui se passe en France et ce qui se passe à la Réunion, en miroir. Quel espace, quels sont les espaces qu'on va aussi animer. Donc ça, c'était les questions. Et puis la question de l'objet, bon, comme c'était s'éloigner de la fétichisation de l'objet. C'est-à-dire que l'objet raconte l'histoire, hein, tel objet, 12e siècle Japon, ou 12e siècle France, Moyen-Âge, enfin. Et il y a beaucoup d'endroits dans le monde où les peuples n'ont pas laissé d'objets matériels, où des groupes n'ont pas laissé d'objets matériels. Et particulièrement les populations esclaves dans les colonies françaises. C'est différent dans d'autres empires esclavagistes. Aux États-Unis, parce qu'aussi l'esclavage est aboli bien plus tard, donc la photographie a déjà été inventée, donc il y a des photos. Et puis il y a aussi, aux États-Unis, il y a eu un mouvement pour recueillir les témoignages oraux. Dans les colonies françaises, rien. Donc aucun objet n'existe qui témoignerait. Pareil pour les travailleurs engagés, pareil pour des pauvres migrants. Donc en fait, il n'y avait pas d'objets. Les seuls objets c'est les objets du monde plantationnaire, qui sont des plantations, puis je sais pas, de la vaisselle, enfin, c'est pas très passionnant. Donc on est parti, on s'est dit on va faire un musée sans objet. On ne va pas partir de l'objet, et on ne va pas non plus se lamenter sur le fait qu'il n'y a pas d'objet, on ne va pas non plus essayer de trouver dans les archives c'était quoi, et puis de reconstituer. On va plutôt accepter l'absence, et dire que de toute façon, l'absence fait partie de la manière dont l'histoire a été faite. Et qu'il ne s'agit pas pour nous de la compenser, au contraire, il faut se libérer de cette histoire de l'objet. Il faut se libérer de cette injonction à l'objet et d'inventer autre chose. Et donc, c'est là qu'on a dit, on partira des récits. Des récits qui peuvent être en fragments, qui peuvent être en bribes, mais on partira de là. On partira aussi des langues. Notamment, par exemple, on avait proposé que toutes les langues qui avaient été parlées sur l'île seraient entendues. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le français, le créole et puis l'anglais, bon. Mais ça aurait été l'hindi, le malgache, le shimaoré, le swahili, le tamil, le cantonais, le français du XVIIe siècle, enfin bon, voilà. Donc c'était, en fait, le musée sans objet, ça partait d'autres éléments pour construire une narration que l'objet. Et de reconstituer à partir d'accepter les bribes et les fragments, c'est-à-dire de pouvoir évoquer peut-être la vie d'une jeune femme capturée dans ce qui est aujourd'hui le nord du Mozambique. Ça, on aurait pu retrouver c'était quoi l'organisation sociale, politique à l'époque dans cette région. Quel est le chemin qui l'amène, quel genre de baraque, quels sont les bateaux qui l'emmènent. Et puis, tiens, on retrouve le registre d'une jeune femme vendue à telle plantation. C'est quoi cette plantation? Pourquoi? Comment? Donc, ce n'est pas nécessairement un récit d'une seule personne, mais avec toutes ces bribes et avec aussi représenter, accepter des moments vides, des moments sans... Il n'y a pas... vous voyez, entre, par exemple, je ne sais pas, il y a 10 ans qui sont sans... Mais ça aurait fait partie de la narration, parce que c'est aussi comme ça que le colonialisme construit, efface des vies. Donc, c'était pas de dire ah ben non, ça a existé, tout ça. Non, c'était partir de ça et de faire de l'absence quelque chose de révolutionnaire au sens de le prendre à. Et pourquoi ça ne s'est pas fait alors? Il y a eu une opposition de l'État. Oui. Je pense qu'il y a une des choses, par exemple, le fait qu'on ait dit qu'on ne voulait pas partir de la temporalité française, c'est-à-dire on ne voulait pas partir du moment où le français colonise et puis après, bon, révolution, qu'est-ce qui se passe? On voulait partir de l'océan Indien, puisqu'on est dans l'océan Indien, et on disait que, parce que les personnes que les Français amènent, comme esclaves ou autres,
venaient de civilisations avancées, de cultures avancées, avec des organisations sociales. Donc, ils ne sont pas en train d'attendre sur la côte que le bateau arrive pour les emmener, quoi. Je veux dire, et puis ils perdent pas leur langue quand ils arrivent, ils ou elles. Je veux dire, c'est pas parce qu'ils arrivent sur une île que tout d'un coup ils parlent plus le Shiamaoré ou le malgache. Donc déjà l'espace pour nous, et puis surtout ce qui est important, c'est que l'océan Indien, on voulait s'éloigner du paradigme atlantique, qui est très très fort, très imposant. Parce qu'il construit vraiment, il est construit par la découverte de Christophe Colomb et tout ça. L'océan Indien, c'est un océan où l'Afrique et l'Asie s'étaient rencontrés depuis des millénaires, bien avant l'arrivée des Européens. Puisqu'il y a eu des flottes chinoises qui arrivent jusqu'au Mozambique, tout ça. Les Malgaches, ils arrivent, ce qui sont les Malgaches, maintenant une partie vient du monde bantou, mais une autre partie vient de Taïwan. Donc on partait de cet espace-là, qui est un espace d'échange, de rencontres, à la fois de pèlerins, de marchands, il y a des esclaves. Enfin, et c'était ça notre espace. C'est ça qui nous avait donné naissance et non pas le colonialisme français. Donc c'était cet espace-là. C'est ce qui n'a pas été compris par les autorités. Pas seulement pas compris, mais pas. Je pense que pour une France coloniale, c'est très important de rester au centre du récit. Il faut que ça soit l'acteur principal. Donc là, on lui donnait un rôle, hein, parce que quand même, il ne faut pas délirer, c'est quand même le colonialisme. Ça avait été une île française, et c'est toujours une île française. Mais on ne donnait pas le rôle central. Ça, je pense que ça, c'est très, très, très dur à accepter. C'était un rôle secondaire. Secondaire au sens de... C'était pas ça. Et ça, c'était très... Et puis, oui, la temporalité était des temporalités totalement différentes aussi. C'était les temporalités des mouvements. Merci Françoise. On en termine là. Et...